Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de géopolitique et petite vidéo pour vous expliquer que nous sommes actuellement vraiment très proches d'une possible paix en Ukraine. Alors je dis possible paix parce que avec des Slaves, on peut à tout moment avoir des revirements de situation. Les Ukrainiens et les Russes ne sont pas des Français ou des Américains, ni même des Allemands, ce sont des Slaves, et leurs réactions peuvent être parfois excessives ou bornées. Mais ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a des tentatives pour essayer d'avoir des négociations pour la paix qui sont proches de réussir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est exsangue, bien sûr, mais les Ukrainiens, comme les Russes, sont des peuples qui se sont bâtis sur le courage et leurs hommes sont prêts à mourir jusqu'au dernier pour l'honneur, qu'ils soient russes, bien sûr, ou ukrainiens. Vous avez vu la forme des combats dans ces régions-là, où les hommes sont envoyés, par exemple les Russes par grappe meurent, et les autres continuent à y aller, parce qu'il y a des drones, donc on y va, on localise les drones avec des types qui se font tuer, et après on tire dessus. Les Ukrainiens font un peu plus attention, parce qu'ils sont un peu moins nombreux, mais ils gardent leur position jusqu'au bout, et sont prêts à mourir. Donc on a des combattants très particuliers, en tout cas qui diffèrent des combattants classiques, on va dire occidentaux ou même américains. Alors, nous avons une guerre qui s'éternise, les Russes ont l'habitude, mais cette fois-ci, il y a des pressions énormes qui sont faites, qui sont mises sur Zelensky, et ces pressions vont peut-être forcer Zelensky à capituler. Pourquoi ? Parce que, dans tous les cas, si Zelensky capitulait par rapport à son peuple, il passerait pour quelqu'un qui a perdu à la base et qui a mené une guerre terrifiante avec des centaines de milliers de victimes, entre les blessés et les morts, des mutilés par milliers, et ça passerait très mal. Mais pour ça, il ne veut pas arrêter la guerre, il veut combattre jusqu'au bout pour l'honneur, parce qu'il sait que de toute façon, si il perd, il sera à ce moment-là mal vu par son peuple. Et de toute façon, il ne peut pas gagner. Donc il est condamné à la base à aller jusqu'au bout, pour l'honneur. Malheureusement, on voit actuellement qu'il y a un énorme scandale de corruption qui a été mis en avant, de corruption qui touche Zelensky et ses proches. Alors, ça tombe à côté, c'est juste les proches de Zelensky, mais en réalité, c'est Zelensky qui est mis en avant et qui va à ce moment-là peut-être forcer Zelensky à capituler, en tout cas, à accepter les accords de paix, parce que à ce moment-là, il sera encore plus sali que s'il avait perdu la guerre. Alors, il faut savoir que la corruption dans les pays de l'Est, dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et des Balkans aussi, c'est quelque chose qui est normal, et ce n'est pas du tout la même corruption qu'on pourrait avoir en France. C'est une corruption qui est faite à la base pour récupérer des alliances et avoir des protections pour pouvoir se maintenir au pouvoir, et je vais vous expliquer ça après. Donc tout le monde est corrompu, mais c'est une espèce de corruption morale et une espèce de mafia populaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de corruption qui sort ? Alors quand j'ai vu cette histoire de corruption sortir, je l'ai vue sortir sur Radio France. Alors, bien sûr, Radio France, comme tous les médias aux ordres du gouvernement français,
sont pro-Ukraine et n'ont peut-être pas intérêt à dévoiler les histoires de corruption qui touchent Zelensky et que l'on connaît depuis le début. Nos services sont au courant de toutes ces histoires de corruption. Mais pourquoi sortent-elles actuellement? Elles sortent parce que c'est un moyen de pression sur Zelensky pour le faire capituler. À ce moment-là, ça a assez duré. On veut, particulièrement les Américains le veulent, Trump, et quelques pays européens qui ne le disent pas, mais genre un peu l'Allemagne. N'oubliez pas que l'Allemagne était pro-russe au départ, parce qu'elle dépendait du gaz russe pas cher qui lui permettait d'avoir une production industrielle de bonne qualité et pas trop chère. Nous avons aussi l'Espagne et l'Italie qui ne sont pas spécialement pro-guerre en Ukraine. Alors évidemment, il y a la France qui est pro-guerre pour des histoires commerciales. N'oubliez pas que la France, c'est le pays qui a, au niveau de cette guerre, s'en est sorti. Alors pas les Français, bien sûr, vous êtes dans la merde, mais au niveau des grosses boîtes et de l'État français, c'est elle qui s'en est sortie le mieux, puisque c'est la France qui a remplacé, en partie, le gaz russe qui venait en Allemagne par Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et aussi les routes un peu du sud, par du gaz liquéfié, du GNL, du gaz naturel liquéfié, venant des États-Unis. Et ça, avant l'arrivée du gouvernement Trump. Et c'était tout bénef pour la France, puisque la France a les usines de déliquéfaction de ce gaz. C'est un gaz qui est plus cher, puisqu'on doit le liquéfier et le déliquéfier, mais qui est produit aux États-Unis avec le gaz de schiste, qui est une énorme ressource américaine nouvelle, avec des technologies qui se sont développées, et d'une façon énorme. Et ce gaz a remplacé, pendant la guerre, les apports de gaz russe en Europe. L'Allemagne a été clouée à cause de cela, c'est-à-dire clouée économiquement, et en tout cas industriellement, puisqu'elle dépendait de ce gaz pour avoir un coût de revient, puisque on fait chauffer les maisons, le prix, tout augmente, même le prix de la production à cause du prix de l'énergie. Elle est obligée, en plus d'acheter son énergie nucléaire en France. Donc la France s'en sortait bien, c'est pour ça que la France avait tout intérêt dans une lutte interne à l'Europe, tout le monde ne s'aime pas, à cette terrible guerre qui coûte la vie à des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens et Russes. C'est toujours abject ces guerres. Donc c'était un avantage. Donc on voit que cette guerre, Trump veut vraiment la paix et on sort à ce moment-là du tiroir, puisque on n'y arrivait pas avant pour pouvoir avoir cette paix. On sort du tiroir des histoires de corruption qu'on connaissait depuis des années, mais qu'on rend maintenant visible. Alors particulièrement, il s'agit de l'opération Midas. Alors quand vous avez Radio France qui commence à passer des informations là-dessus, c'est que vous pouvez vous dire qu'on arrive à la fin, puisque Radio France dépend de l'État français et c'est un organe de propagande et pas réellement une radio libre ou un organe d'information libre, comme les télés françaises qui sont à la solde du gouvernement et des intérêts du gouvernement en place et des industries qu'il protège. Alors, il n'y a ni de méchants ni de gentils dans ces histoires. Alors on a une opération Midas, il s'agit d'une enquête anticorruption menée par la NABU, Bureau National Anticorruption d'Ukraine, et le parquet spécialisé, le SAPO. Elle porte sur des détournements de fonds sur le secteur énergétique, notamment au sein d'Energatom, l'entreprise nucléaire publique ukrainienne. Le montant suspecté est très élevé, autour de 100 millions de dollars. C'est pas super élevé, mais c'est très élevé. Alors vous voyez, TF1 Info, Journal du Monde, c'est même sur Wikipédia. Le montant suspecté est à 100 000 dollars à peu près.
Selon les enquêteurs, certains sous-traitants d'Energatom auraient dû verser des pots de vin entre 10 et 15% de la valeur de leur contrat pour accéder au paiement ou maintenir leur contrat. L'enquête a duré environ 15 mois avec plus de 70 perquisitions et plus de 100 000 heures d'écoute téléphonique. Personne impliquée, Timur Mindish, c'est la figure centrale du scandale, il est proche de Zelensky, il a été mis en place par Zelensky, c'est un pote à Zelensky. Mais rassurez-vous, qu'on soit pote à Zelensky ou pas pote à Zelensky, ça fonctionne toujours au niveau des pots de vin dans ces régions-là, mais ces pots de vin en général sont redistribués après en forme d'emploi, de création de sociétés pour embaucher dans les régions. L'Ukraine n'est absolument pas bien centralisée, elle est unie par la guerre, mais elle n'était pas unie avant, et ça permet de se faire élire et d'avoir un groupe mafieux qui prend le contrôle sur un autre, pas pour vendre de la drogue bien sûr, mais pour s'imposer politiquement dans une région et faire vivre la région et faire vivre les intérêts des sociétés de la région qui sont ses amis. Mindish est accusé d'avoir orchestré un système de corruption dans l'énergie. 2 ministres sont directement affectés, le ministre de la Justice, ancien ministre de l'Énergie, Herman Alushenko, et le ministre de l'Énergie, Svitlana Imtchouk, qui ont été amenés à démissionner ou sont sous forte pression. Zelensky a imposé des sanctions, gel des biens, contre Mindish. Réponse de Zelensky. Zelensky dit qu'il soutient l'enquête anticorruption. Il a demandé la démission des ministres impliqués, disant que s'il y a des accusations, elles doivent recevoir une réponse. Il promet un audit complet des entreprises publiques de défense et des contrats liés pour identifier d'éventuelles violations. Alors, il y a toujours des violations dans ces régions, il le savait depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le dire. C'est une façon de mettre une pression sur les Zelensky pour lui faire arrêter la guerre, parce qu'autrement, il est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la destruction totale du pays, pour ne pas perdre la face. Les Ukrainiens sont des gens qui vont combattre jusqu'à la mort. Les Russes le savent, les Russes sont pareils. Poutine le disait, nous avons en face de nous des hommes qui sont les mêmes que les nôtres et ils ne se rendent pas au combat, ils meurent au combat. Regardez les images de combat, c'est terrifiant. Sur Instagram, vous avez des hommes qui combattent jusqu'au bout. Un grand courage. En jeu, ce scandale est particulièrement sensible parce qu'il touche le secteur stratégique, l'énergie nucléaire, en pleine guerre. Il soulève une question importante sur la transparence et la loyauté de l'entourage de Zelensky. Certains se demandent ce que savait le président ou dans quelle mesure il était impliqué ou complice. Il y a des critiques sur sa tentative précédente, plutôt en 2025, de réduire l'indépendance des agences anticorruption, Nabu et Sapo, ce qui rend la situation encore plus politisée. Alors, il faut savoir que ces agences avaient bien sûr des aides étrangères, particulièrement USA et UE, mais les USA, c'est eux qui étaient derrière, bien sûr. L'UE, il y a bien sûr des groupes qui en vérité s'affrontent et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Le groupe allemand, le groupe français, même si l'Allemagne ne veut pas une réédition rapide, forcément, elle veut quand même une paix, puisqu'elle sait, l'Allemagne, qu'à plus ou moins long terme, moyen terme, on va dire, c'est elle qui va reconstruire industriellement l'Ukraine dévastée et en faire un paradis de production industrielle pour les Allemands qui vont produire en quantité, bien sûr, des berlines moyenne gamme, des machines à laver et toute la boîte à outils classique que produisent les Allemands, avec la main-d'œuvre pas chère ukrainienne, le savoir-faire allemand pour inonder, bien sûr, la Russie de production de qualité allemande, Allemands qui superviseront les usines ukrainiennes reconstruites de production, pas le gaz, pas l'électricité, mais la production industrielle, puisque ce sont les maîtres, c'est ce qu'ils font en Europe centrale, c'est ce qu'ils ont fait en Slovaquie, en Tchéquie, en Hongrie. La Roumanie est un peu une chasse gardée française,
Et c'est ce qu'ils font aussi. Alors les Autrichiens, les Autrichiens sont pareils, hein, ils font ça un peu en Slovénie aussi, mais on voit une mainmise quand même industrielle des Allemands qui en sous-main dirigent les sociétés d'Europe centrale et qui lorgnent bien sûr sur la construction de l'Ukraine modernisée. Bah, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Alors, il y a des tentatives. Alors, pour les partenaires internationaux, UE, pays donateurs, ce scandale peut affaiblir la crédibilité de l'Ukraine dans sa lutte contre la corruption, ce qui pourrait avoir des implications pour l'aide financière. Alors, ce n'est pas juste une analyse, ce n'est pas juste un petit scandale, 100 millions de dollars, des ministres proches de Zelensky, l'entreprise nucléaire, ça a le potentiel de fortement ébranler la présidence. Et c'est fait pour, hein, bien sûr, c'est fait pour ébranler la présidence et lui forcer la main à Zelensky pour qu'il fasse la paix. C'est pour ça qu'on est vraiment très proche de la paix. Le levier de la corruption a été utilisé par les Américains, bien sûr, hein, pour forcer Zelensky à faire la paix, arrêter ce massacre inutile de jeunes hommes, hein, et de moins jeunes qui sortent mutilés de cette guerre. N'oubliez pas que la guerre en Ukraine est une guerre qui a pris une forme nouvelle. Hein, c'est une guerre qui est complètement différente des anciennes guerres. C'est une guerre de tranchées et une guerre de drones antipersonnels, et que la plupart des victimes de cette guerre, je crois que c'est plus de 70%, c'est des victimes de drones antipersonnels. Et les blessures n'ont rien à voir avec les blessures que nous avions avant, qui étaient des blessures par balle ou par éclat d'obus. Là, nous avons des drones antipersonnels pas chers. Alors souvent, c'est des drones chinois ou autres, ou américains, modifiés, hein, par les petits génies locaux, et qui vont vous péter à la gueule et vous faire des blessures locales avec des chairs qui vont être broyées, et on ne peut pas les soigner puisque ce sont souvent les explosifs et ce qui est envoyé, et les explosifs qui sont envoyés, ou ces drones qui sont à bout touchant, hein, qui vous explosent dessus, ce sont des explosions, des explosifs qui sont contenus dans de la matière plastique pour alléger le drone, et on ne peut même pas les retirer, hein, par des aimants, et c'est terrifiant, ça reste dans les chairs et ça broie les chairs, et on est obligé d'amputer. On a un record d'amputation, hein, par rapport aux autres types de guerre où les membres inférieurs et les membres supérieurs sont principalement touchés, hein, et le corps lui-même est protégé par du gilet pare-balles en général. Et on voit les gens qui perdent une partie du visage, un bras, deux bras, une jambe, deux jambes, et qui restent vivants. C'est une guerre abominable, hein. Et évidemment, Trump veut arrêter ça. Alors, Zelensky semble faire des gestes pour paraître dur sur la corruption. Audit soutient l'enquête, mais certains observateurs restent sceptiques sur sa responsabilité réelle. Mais oui, il est obligé à la base d'être corrompu s'il veut rester en place, hein, puisqu'il est obligé de faire de la redistribution pour avoir de la protection. Il y a des gens qui veulent sa place. N'oubliez pas que l'Ukraine, c'est pas la Russie, c'est pas centralisé, c'était des petits barons mafieux, entre guillemets mafieux, hein, puisque c'est pas une mafia qui est là pour s'acheter des villas. On est puissant, on a de l'argent, on dirige. C'est une obligation de montrer sa puissance quand on veut diriger sa région qu'on aime. Attention, ils sont très patriotes, hein, nos mafieux ukrainiens, je les ai fréquentés. Hein, ils aiment leur région, mais ils sont obligés d'être riches et opulents, hein, pour pouvoir redistribuer à leurs petits officiers mafieux, et ensuite à toute la région et au peuple, hein, par de l'emploi, par de la création de magasins, d'hôtels, tout un ensemble de choses, hein, de clubs de sport, hein, d'usines aussi, qui leur appartiennent, pour créer de l'emploi dans la région et se refaire élire. Et ça, ils ont besoin de piquer de l'argent, hein, à la base, à l'État, pour s'acheter des protections. Et ça ruisselle comme ça. Alors, si l'enquête révèle des liens très directs entre lui et les fraudeurs, cela pourrait nuire à son image, surtout dans l'optique d'une Ukraine réformatrice qui vise l'UE. Voilà, hein, il risque de tomber. Donc, c'est pour ça qu'il va visiblement faire la paix. Hein, ils vont perdre des territoires à l'Est, et ça va se passer comme ça. Nous sommes au plus près de la paix parce qu'il y a eu ce levier. Peut-être qu'il va dire non, on ne sait pas, on n'est jamais sûr avec les Slaves, hein, mais on touche peut-être à une paix et on va voir
le massacre des jeunes hommes slaves s'arrêter, et ça serait la meilleure des choses. Alors, ce qu'on sait sur le financement du Nabu, et ça c'est important, mais qui est-ce qui finance le Nabu, qui veut faire tomber Zelensky, en vérité, parce qu'on ne s'attaque pas directement, en vérité, à la corruption, on essaye de s'attaquer au gouvernement lui-même, ukrainien, pour le forcer à capituler et à accepter ce que Trump et les Russes ont mis au point, hein, aux accords que les Russes et Trump veulent sur l'Ukraine, les accords de paix. Alors, le Nabu, principalement financé par un budget de l'État ukrainien, il reçoit aussi des aides techniques de donateurs internationaux dans le cadre de projets d'assistance. Les États-Unis ont fourni une aide, selon plusieurs analyses. Le soft power américain joue un rôle, notamment via l'USAID, le NDI, etc. Le Nabu coopère avec de nombreuses organisations internationales. Par exemple, après son rapport, il travaille avec l'ONU, l'ONODC, la mission de l'OSCE et l'European Anti-Fraud Office. Il a aussi des programmes de l'UE impliqués dans la lutte anticorruption en Ukraine via des initiatives d'assistance. Dans un rapport d'évaluation indépendant, il est mentionné que l'évaluation de Nabu a été financée par l'ambassade des États-Unis en Ukraine plus l'UE. Par l'ambassade des États-Unis en Ukraine. Alors écoutez-moi, parce que je suis de la région, hein, les mecs ne le savent pas, hein. On a beaucoup de spécialistes en carton en France, mais on n'a pas des gens qui sont sur place. Je connais bien les Slaves, j'ai vécu avec, je connais le système mafieux slave, puisque j'ai baigné dedans, je les ai vus, je suis quelqu'un de très sensible, j'ai mangé à leur table, donc je les connais. Voilà. Alors, proportion de l'aide étrangère, selon une analyse, The Munich Case, les fonds internationaux représentent une part non négligeable, mais pas dominante. Par exemple, en 2024, le Nabu aurait reçu 120 millions de hryvnias d'aide internationale. Toujours selon cette ressource, cette aide étrangère reste modeste comparée au budget total prévu par le Nabu. Indépendance institutionnelle, il y a eu des tensions politiques. Récemment, des débats au Parlement ukrainien pour remettre en question l'indépendance du Nabu. Les donateurs partenaires internationaux, USA, tiennent l'indépendance du Nabu pour crucial. Bon, c'est pas vrai en vérité, hein. Ce qui peut limiter la politique d'ingérence directe. Ouf, ils le disent, mais ils ne le font pas. Alors, analyse, moyen de Trump, alors la thèse potentielle, oui, dans l'absolu, le soutien financier à une organisation anticorruption peut donner à un pays donateur comme les États-Unis un levier politique, parce que l'argence peut mener des enquêtes embarrassantes pour le pouvoir ukrainien, et parce que ces bailleurs peuvent critiquer des reculs dans son indépendance. Voilà. Alors le soutien militaire, le soutien multilatéral, pas seulement US, hein, le Nabu n'est pas financé uniquement par les États-Unis, mais aussi par l'UE et d'autres institutions. Donc ce n'est pas un outil unilatéral de pression Trump. Mais bien sûr, l'Amérique finance beaucoup et l'Allemagne, qui peut paraître pro-guerre, parce que ce qu'elle veut, l'Allemagne en vérité, ce qu'elle vise, hein, avec la France aussi quelque part, c'est l'après-guerre et surtout la capacité de récupérer des fonds européens pour financer l'industrialisation du pays par le réarmement, qui est un moyen classique, hein, de relancer l'économie, de créer de l'emploi et de motiver des gens, hein, dans la défense du pays, même s'il n'y a pas de guerre qui arrive, en créant de l'armement qui a pour but principalement, oui, la défense du pays, des pays de l'Europe, mais principalement de créer de l'emploi et de récupérer des fonds européens pour permettre à des individus, à des régions entières de ne pas être industriellement sinistrés, de continuer à travailler. C'est ça, hein, la vertu sociale du travail. On réarme, hein, l'Allemagne nazie avait fait ça, pas à la base pour aller à la guerre, à la base c'était un système assez primitif pour créer de l'emploi, hein, et unir les gens dans un effort commun, comme à l'époque des pyramides, on faisait tirer et pousser des pierres par un peuple bien alimentés pour les occuper, hein, par cette union du travail. Alors, eux étaient bien alimentés, l'Europe, elle, malheureusement, nous on a encore le nucléaire en France, on a de la chance d'avoir ça, mais malheureusement on n'a pas de pétrole et on n'a pas touché à nos réserves de gaz de schiste. Alors on a la Pologne, elle, bien sûr, qui a son charbon, hein, donc elle produit à fond, elle pollue, elle a un bilan carbone déplorable, mais on s'en bat les couilles quand on regarde
La Chine, bien sûr. Hein, donc tout ça, c'est des histoires un peu bidons. Hein. Alors, montant relatif. L'aide internationale n'est pas la plus grande part de son financement. Voilà, ça limite le contrôle total d'un donateur. Position politique, vent position opérationnelle. Même si les États-Unis voulaient influencer via le Nabu, les enquêtes du Nabu ne sont pas nécessairement pilotées par un bailleur. Mais là, on voit qu'elles le sont quand même. Elles révèlent de procédures de procureurs et enquêteurs ukrainiens. Oui, mais bon, le procureur ukrainien, derrière, on voit qu'ils en ont peut-être assez de faire la guerre et que les Américains sont en train de faire une bonne pression. Alors, risque pour les États-Unis, utiliser un organisme anticorruption comme instrument de pression serait risqué si cela se savait. Cela pourrait délégitimer le Nabu et affaiblir la lutte contre la corruption. Mais bon, si le scandale explose, hein, notre ami Zelensky, par rapport au peuple qui est en train de perdre ses enfants, hein, c'est réellement les enfants de l'Ukraine qui meurent sur le champ de bataille, ils ne vont pas être contents de voir qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches en faisant du détournement. Conséquences internationales, si les USA interviennent trop directement, d'autres partenaires, UE, institutions internationales, pourraient critiquer et réduire leur coopération. Oui, mais bon, bientôt la fin de la guerre, visiblement, ce scandale est fait pour ça. Alors oui, le Nabu reçoit un soutien des États-Unis, mais aussi d'autres acteurs, UE, institutions multilatérales. Alors, pourquoi un scandale sort maintenant alors que les autorités le savent depuis longtemps? Dans un système où la corruption est répandue, un scandale éclate rarement par hasard. En général, cela arrive quand le rapport de force politique change. Quand un clan politique perd de l'influence, ses ennemis utilisent les dossiers qu'ils avaient sous la main. On ne publie pas l'affaire quand la personne est puissante, on la sort quand elle devient vulnérable ou moins utile. C'est un classique en politique. Les pressions internationales, l'Ukraine dépend financièrement de l'UE, du FMI, des USA. Quand les donateurs veulent montrer des résultats anticorruption, les autorités doivent livrer une affaire pour prouver qu'elles sont sérieuses. Lutte interne entre agences ukrainiennes, le NABU, le SBU, Sécurité d'État, le bureau du procureur, le gouvernement, les oligarques, chacun a ses réseaux. Quand un réseau veut une affaire, veut en affaiblir un autre, le scandale sort. Alors le moment politique stratégique en Ukraine, comme ailleurs, on choisit le timing pour désamorcer une crise, détourner l'attention, fragiliser un ministre, influencer une négociation internationale ou militaire. Donc le fait que tout le monde savait n'empêche pas que ça ne sorte qu'au moment opportun. Oui, tout le monde le sait en vérité, on le sait, ces scandales, mais ça sort quand il y a ces négociations de paix pour forcer Zelensky à arrêter le massacre parce qu'il est capable de continuer jusqu'au bout et même peut-être jusqu'à sa propre mort. L'important maintenant, c'est qu'il garde la tête haute et qu'il monte, qu'il lutte contre la corruption parce que là, il est mal barré. Voilà. Est-ce vraiment qu'en Europe de l'Est, que la corruption sert aussi à acheter des alliances, loyauté et vote? Alors oui, mais ce n'est pas structurel. Moi je vous dis, c'est quand même structurel. C'est quand même des pays, pour y avoir vécu, où il y a une corruption qui n'a rien à voir avec d'autres types de corruption, comme celle qu'on peut rencontrer en France. C'est que la France, c'est une corruption assez égoïste. On rentre en politique pour s'enrichir et non pour faire ruisseler vers son peuple qu'on aime, l'argent que l'on reçoit. C'est un moyen de se sauver économiquement en n'en ayant rien à foutre du peuple, puisque le peuple français est assez divisé et tout le monde se déteste les uns les autres par ce système de caste. La corruption comme outil politique. Depuis les années 90, l'effondrement du RSS, beaucoup de pays et de régions ont des institutions faibles, des partis politiques financés de manière opaque, des élites économiques transformées en oligarques, des services de sécurité politisés. Dans ce contexte, la corruption sert à financer les campagnes électorales, acheter des députés, contrôler des médias, maintenir des réseaux de loyauté régionale, neutraliser les adversaires. Pourquoi c'est si enraciné? Parce que l'État, pendant longtemps, ne fournissait ni services ni sécurité économique. Les réseaux privés, hommes d'affaires, mafias, clans régionaux, remplaçaient l'État. Alors c'est surtout valable. C'est ce qu'on appelle le clientélisme post-soviétique. Alors c'est surtout valable en Ukraine plus qu'en Russie. La Russie, l'État est quand même très puissant et il dirige bien, c'est beaucoup plus centralisé, alors que l'Ukraine, c'est des régions
assez indépendante avec des barons mafieux qui tiennent ces régions et qui récupèrent de l'argent, des aides, d'une façon discrète et opaque et surtout mafieuse. Ce sont des détournements de fonds pour faire vivre la région au profit d'une autre région. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Alors, ruissellement mafieux, mythe ou réalité, un oligarque, alors comment ça fonctionne? On va vous l'expliquer. Un oligarque, un chef local ou un clan détourne de l'argent public, finance des entreprises locales, emploi, commerce, clubs sportifs, journaux, offre des aides sociales informelles, emploi protégé, aide médicale, travaux locaux, aide en cash. J'y suis, je l'ai vu. En échange, la population locale vote pour lui ou son parti, parce qu'elle a des avantages. Les petites entreprises le soutiennent, il se crée une base électorale solide. Ce n'est pas propre à l'Ukraine, ça existe aussi en Italie du Sud, en Roumanie, en Serbie, en Bulgarie, en Russie, en Moldavie, en Albanie et bien sûr en Hongrie. Ce sont ce qu'on appelle en vérité on va dire de la corruption patriotique. C'est pas du tout ce que l'on pourrait croire, même si, par exemple en Ukraine, les chefs mafieux, on les voyait avec leurs survêtements, leurs grosses Mercedes, berline et leurs chaînes en or. Ils allaient à la salle de gym, ils étaient propriétaires des usines, ils avaient leur club de sport, leur club de foot, mais ils étaient proches du peuple. Par contre, ils éliminaient très durement leurs concurrents, ceux qui voulaient prendre le pouvoir par le meurtre. C'était un classique. Pourquoi les gens acceptent? Parce que dans les régions pauvres, les mafieux qui donnent du travail apparaissent parfois comme plus efficaces que l'État. Donc, une partie de l'argent revient au peuple, mais d'une manière toxique. Alors, c'est plus centralisé quand même en Hongrie. Je vais vous le dire quand même, c'est surtout des histoires de partis politiques. Il n'y a pas des régions indépendantes, c'est surtout des partis politiques qui tiennent la Hongrie et qui font ruisseler l'argent vers leurs potes qui font vivre en vérité la région. C'est pas pour s'acheter une grosse maison, c'est pour faire vivre le coin. Regardez Orban qui fait construire un grand stade dans sa ville et qui crée plein d'infrastructures pour sa ville parce qu'il était là-bas, le maire, je crois, où il était, c'est sa ville natale. Et il voulait montrer qu'il était là. Orban ne vit pas dans le luxe particulier. Il possède des entreprises qui gagnent plein d'argent, mais c'est pour ça s'acheter des alliances. Mais c'est pas un type qui va vivre dans le luxe. Ils en ont un peu rien à foutre. Il va faire des saucisses avec ses potes paysans. Comme les Ukrainiens font la même chose. Rassurez-vous, c'est les mêmes. Alors, parce que dans ces régions, dans des parties... Donc, une partie de l'argent revient au peuple, avec ce type de mafia, mais d'une manière toxique, car ça renforce les clans, ça empêche des réformes, ça bloque la modernisation économique, ça rend les gens dépendants du patron local, qui est souvent un bon gars, même s'il est brutal, très très brutal en Ukraine, pas du tout en Hongrie. En Hongrie, c'est plutôt des histoires de partis politiques entre potes, qui tiennent des villes. En Ukraine, ce sont des barons de région, c'est encore différent, il n'y a pas de centralisation. La Hongrie est centralisée quand même. Et aujourd'hui en Ukraine, l'Ukraine essaie réellement d'en sortir. Mais les réseaux hérités des années 90-2010 existent encore. Ministères capturés par des clans, entreprises publiques siphonnées, gouvernements régionaux liés à des oligarques, deals politiques, argent privé. La guerre a deux effets contradictoires. Elle réduit la corruption dans certains secteurs parce que les pays donateurs surveillent tout. Elle augmente la corruption dans les secteurs opaques, défense, énergie, reconstruction. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que c'est aussi un business. Malheureusement, des jeunes slaves meurent par dizaines de milliers, si ce n'est pas centaines de milliers. Les dirigeants capturent les ressources. Alors, comment répondre clairement à ça? Alors, on s'en fout un peu, mais les dirigeants capturent des ressources publiques. Ils redistribuent une partie. Cela crée de la loyauté politique. Les agences anticorruption connaissent souvent ces pratiques. Quand le scandale sort, c'est généralement pour renverser un rival, satisfaire une exigence de donateur, restructurer les alliances internes, affaiblir quelqu'un avant une négociation. Voilà. Alors, on a à peu près tout. Donc, c'est pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, comment le scandale peut forcer Zelensky à céder. Étape 1, affaiblir l'image, scandale frappe son entourage, son parti, sa crédibilité auprès des Européens. Étape 2, réduire son soutien intérieur. Si le pouvoir apparaît corrompu, son aura de leader en temps de guerre diminue, les généraux prennent plus de poids, les partis d'opposition se réveillent, les oligarques sentent qu'ils ne sont plus intouchables. 3,
accroître la dépendance envers les USA et l'UE. Le président affaibli a moins de légitimité, moins de marge, plus besoin des donateurs. Donc si les États-Unis disent il est temps de négocier la paix, il est moins capable de refuser. Voilà. L'obliger à accepter un compromis dur. Exemple possible, céder du territoire, accepter un cessez-le-feu gelé, changer de gouvernement, organiser des élections. Voilà, c'est ce qui est prévu. Hein. Donc voilà la phrase. Alors on sort le scandale maintenant parce que c'est le moment où Zelensky doit être affaibli pour être plus facilement influençable dans les discussions de paix. Alors que l'Ukraine dépend totalement de ses alliés et du système politique interne et historique dominé par les réseaux corrompus. C'est ce que j'explique sur l'Ukraine, hein. Même s'ils se battent courageusement et même si tous les clans mafieux sont patriotiques et veulent la victoire de leur pays, hein. Ce n'est pas que tout le monde est corrompu, c'est que la corruption est un outil politique et qu'un scandale est un message, pas un hasard. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, quand j'ai vu arriver sur Radio France cette information que normalement on cache, je me suis dit, eh ben là, on est vraiment dans un moment où on veut faire la paix et il y a des pressions énormes, alors pas la France parce qu'elle n'a pas forcément intérêt à voir cette paix arriver tout de suite, hein, mais il y a quand même des pressions énormes par certains partenaires européens, hein, comme les Allemands, hein, qui même si ils sont très belliqueux actuellement et disent qu'il faut se réarmer, parce qu'en vérité ils veulent créer des armes, ils veulent relancer l'industrie, hein, au détriment bien sûr peut-être de l'industrie de réarmement français. Chacun veut prendre sa part, hein, sur les fonds européens qui rentreront dans la création d'une armée, en tout cas d'un rééquipement total d'une armée européenne qui ne dépendra plus forcément des achats américains, puisqu'elle dépend quand même en grande partie, on voit les achats, hein, traditionnellement les Polonais achètent aux Américains, beaucoup achètent aux Américains, là on voit que les Allemands veulent être en première place, ils veulent la paix, ils veulent une Europe forte, hein, avec bien sûr les Allemands en tête qui vont réarmer complètement l'Europe, faire de la création d'armement. Les Français sont bien avec aussi leurs Rafales, leurs avions, hein, et leur industrie, mais on est tous en retard sur les drones, puisque les prochaines guerres, comme on l'a vu, vont rendre obsolètes beaucoup d'équipements. En tout cas, ça ne va pas être des équipements pour dominer le terrain. On n'a plus besoin forcément de chars haute qualité, hein. On va saturer le terrain avec des chars de mer pas chers et on va saturer le terrain avec des milliers de drones pour empêcher tout mouvement ennemi et des drones filoguidés pour éviter justement les systèmes anti-drones électromagnétiques, hein, qui peuvent couper justement la communication des drones avec la base du pilote, le geek. Hein, on sélectionne des geeks maintenant, hein, donc on fait du filo-guidé, hein, pour communiquer à distance. Et de plus en plus, il y aura des drones autonomes qui n'auront plus besoin de pilotes, hein, mais qui pourront, par leur programmation, par des belles petites IA, chercher, cibler et abattre de l'individu, du véhicule ou du char. Hein. Donc, on va faire attention de plus en plus. On va avoir une guerre des drones. Ça va être maintenant des guerres des drones. La guerre en Ukraine est la première guerre moderne de drones au monde. Et elle montre l'exemple et elle montre le côté obsolète des gros chars technologiques. On en aura tout le temps besoin, mais en moins de grande quantité. Du matériel high-tech au sol, de véhicules high-tech au sol. On aura besoin de petits véhicules autonomes. Et on va voir arriver l'automatisation de champs de bataille et rendre les hommes moins importants, puisque ça devient de la chair à canon ciblée par des drones qui visualisent des mouvements. Vous savez comment ça se passe, hein, c'est qu'on envoie des essaims de drones. Maintenant, on peut même les faire autonomes, hein, avec des drones qui surveillent le terrain en hauteur, des drones au sol rasant pour ne pas se faire voir. Les drones en hauteur surveillent, alors bien sûr, ils marchent avec au capteur infrarouge, au capteur de chaleur, au capteur, tout ce que vous voulez, hein, au capteur, aux images thermiques, aux images, comment ça s'appelle, haute résolution la nuit, hein, à tout ce que vous voulez, au capteur de mouvement. Ils ciblent le mouvement, reconnaissance en hauteur, et ils envoient au sol, ils suivent, hein, des drones qui vont suivre la trajectoire
pour pouvoir aller percuter un homme visualisé par un drone en haut et pété au sol par un drone rasant. C'est abominable. Vous avez aussi des drones qui sont en haut et qui vont tomber sur les hommes ou les chars et qui vont avoir des IA internes. Pas besoin de les piloter, donc on n'a même plus besoin de filoguider pour pouvoir aller tomber. Ça coûte pas cher un drone maintenant et c'est terriblement efficace. Alors n'oubliez pas que quand on voit les Chinois qui vous montrent à Pékin ou ailleurs de magnifiques représentations avec des milliers de drones qui forment dans le ciel d'une façon sublime, des dragons, des étoiles, des chevaux ailés, vous savez, avec ces petits LED qu'on met dessus, dites-vous que ces milliers de drones peuvent être très rapidement transformés en drones de combat munis d'explosifs qui vont cibler des individus ou des véhicules, saturant le ciel et le terrain de ces petits véhicules aériens mortels qui ont complètement modifié la guerre moderne. Nous avons une guerre terrible où l'homme devient une victime de l'IA, quelque part, mais une IA au service de l'homme. En tout cas, une IA au service de l'ennemi. C'est pour ça que maintenant, les Européens savent ce qu'ils doivent faire, c'est mettre en place des armées de drones, une automatisation avec de l'IA derrière, de la guerre, et avec un changement radical dans la direction que prennent la guerre moderne et la production industrielle. Alors, il restera toujours des avions à haute altitude qui ne sont pas atteints par les drones, ceux qui vont vite, ça va trop vite pour être atteint par un drone, mais on peut très bien faire des missiles avec des IA capables de suivre et de percuter des avions pilotés. De plus en plus, on n'aura même plus besoin de pilotes. C'est l'avenir. Voilà, c'était Fred Delavier. Nous arrivons peut-être à la paix, c'est un bon signe. Quand la paix arrivera, les Allemands vont tout reconstruire et d'ici 10 à 15 ans, l'Ukraine sera une belle petite puissance industrielle au service en partie de l'Allemagne, de l'Europe, mais pour le moment, l'Europe est clouée. C'est un concurrent économique des USA qui a été mis à genoux à un certain moment, d'une façon peut-être volontaire aussi par les USA. N'oubliez pas que cette guerre en Ukraine a été un peu poussée par l'Amérique en poussant les Russes à intervenir. Les Américains ont poussé les Russes à intervenir au Donbass, forçant un peu les Ukrainiens à faire des actions pas forcément sympas. N'oubliez pas que ces régions-là sont tenues par des barons, et que l'État ukrainien ne peut pas forcément diriger ce qui se passe là-bas. Et en poussant, justement, en opprimant les Russes locaux, on pousse la Russie à réagir d'une façon forte. Alors évidemment, comme les USA n'avaient pas prévu, ne connaissaient pas forcément l'âme slave, ils ont pensé que les Russes, et tout le monde s'est fait avoir, allaient juste faire une intervention musclée, brutale, dans les territoires de l'Est de l'Ukraine, pour s'imposer, comme il est fait en Crimée, et cesser l'oppression des populations russes, russophones locales, pas parce que le gouvernement russe aime particulièrement son peuple. La vie humaine en Russie n'a pas la même valeur qu'en France. On peut sacrifier des individus quand on ne gagne pas forcément tout de suite, où on n'a pas un avantage économique, on s'en fout un peu, mais par contre, au niveau de l'honneur, montrer sa force pour montrer qu'on peut protéger un peuple. Si Poutine ne montrait pas qu'il défendait les russophones, il pouvait perdre le pouvoir progressivement et voir des ennemis politiques prendre sa place parce qu'il aurait montré qu'il était un dirigeant faible. Donc les Américains se sont dit on va pousser Poutine à faire une action violente au Donbass et on va à ce moment-là créer un blocus où on va remonter les droits de douane ou des sanctions contre les Russes, histoire d'affaiblir l'Europe en augmentant le prix du gaz, en forçant l'Allemagne à arrêter son commerce de gaz, par exemple, avec la Russie, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. N'oubliez pas que c'est quand même la clé, en partie, de cette guerre.
Et à ce moment-là, l'Amérique disait, bah, c'est cool, on a récupéré l'agroalimentaire ukrainien, puisqu'on est là-bas, on va maintenant essayer de ramener du GNL, du gaz naturel liquéfié, en Ukraine, vers Odessa ou ailleurs, pour compenser l'arrêt de l'envoi du gaz en Ukraine, en disant on porte une aide à l'Ukraine en remplaçant la production de gaz russe qui arrivait en Ukraine très longtemps encore, même pendant la guerre, hein, par du GNL américain, histoire de s'en mettre plein les poches. Hein. En tout cas, des entreprises américaines s'en seraient mis plein les poches. Bah, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, personne ne l'avait prévu. Ils n'ont pas fait une action violente pour récupérer le Donbass, ils ont fait une guerre totale, disproportionnée, avec tentative de prise de Kiev et tentative de destitution du pouvoir en place, quelque chose que les Américains n'avaient pas prévu et qui a entraîné le désastre actuel avec les centaines de milliers de morts et les millions de victimes que l'on peut voir encore par, quelque part, la bêtise des Américains de ne pas avoir vu que ce qu'ils avaient prévu allait être beaucoup plus fort et allait entraîner l'Ukraine dans le chaos et allait totalement effondrer l'Europe et créer une crise internationale mondiale. Alors, bien sûr, la Russie n'en a que foutre au niveau économique, puisque le gaz qu'elle ne donne plus à l'Allemagne, elle va le donner à l'Inde et à la Chine, renforçant le développement industriel de ces pays et renforçant la puissance des BRICS qui deviennent une opposition réelle aux États-Unis. Bien sûr, Trump, c'est pas lui qui est responsable de ça. Lui, il veut la paix, il veut son prix Nobel, d'une façon peut-être égoïste. Hein. Il veut rentrer dans l'histoire comme le faiseur de paix, histoire de partir en paix et de mourir tranquille en se disant qu'il est un homme bien. Voilà, c'est classique, hein, on le fait pour soi d'une façon égoïste, c'est souvent comme ça. Le miroir est souvent la seule chose qui nous reste à la fin quand on vieillit et quand la décrépitude de l'âge arrive, il nous reste que nos bonnes actions et visiblement il est dans ce trip d'orgueil, mais c'est mieux d'avoir un trip d'orgueil en voulant être bon qu'en voulant être un destructeur. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de géopolitique réelle, hein, et pas pour vous faire croire hein, que je suis instruit. J'en ai rien à cirer, rien à péter. Ce qui me fait plaisir, c'est de dévoiler les tenants et les aboutissants d'un conflit stupide qui aurait pu être évité hein, et qui a fait des milliers, des centaines de milliers, on va dire, de morts et des millions, on est en millions de blessés, hein, graves, et des milliers d'handicapés. Je crois qu'on est à plus de 50 000, je pense, hein, 50 000 soldats amputés. Hein, ça fait pas mal hein, quand même, hein, sans compter les morts. Hein, ce sont des blessures terrifiantes. Hein, ce sont des drones, ça fait des nouvelles blessures qu'on n'avait pas. Hein, c'est du délabrement, donc il y a impossibilité de réparer quand les chairs sont délabrées, quand tout est en petits morceaux à cause du drone, et on est obligé d'amputer. C'est terrifiant, on ne peut pas réparer, c'est pas un trou de balle, hein, c'est pas un éclat d'obus sectionnant, c'est vraiment une explosion à bout portant qui délabre le membre et qui empêche toute reconstruction médicale. Hein, ça vous crève les yeux, ça vous arrache les couilles, ça vous rend cul-de-jatte, manchot, aveugle, sans mâchoire. C'est une catastrophe. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, et espérons que cette pression donnée par ce scandale de corruption sur Zelensky le force à capituler et accepter cette paix qui n'est pas forcément une super paix pour l'Ukraine, puisqu'elle va perdre des territoires, mais qui va permettre à l'Ukraine de repartir, à l'Europe de l'aider, et à l'Ukraine de se développer et de se réindustrialiser, et bien sûr, aux hommes de vivre plus heureux. Mais n'oubliez pas, les guerres sont les guerres, les morts ne ressuscitent pas, et les membres ne repoussent pas. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.